Bienvenue, ce webinaire consacré à l'achat de sa résidence principale dans le neuf. Alors, je suis Elisabeth Mariotti, je vais donc animer ce webinaire pendant toute la session. Alors, je ne suis pas toute seule, puisque je suis accompagnée de Madame Nora Merba, qui est notre conseillère en gestion de patrimoine pour CSF Patrimoine. Elle va intervenir avec moi tout au long de cette session. Elle va nous faire part de son expertise, notamment dans l'achat de la résidence dans le neuf. Le webinaire, il va durer 30 minutes. On gardera une partie pour les questions en fin de webinaire. Nous allons commencer par 30 minutes de présentation. On aura, je vous disais, les 15 minutes, peut-être 10-15 minutes à la fin pour les quelques questions qu'il pourrait y avoir. De façon à pouvoir avoir un webinaire qui soit plutôt fluide, on va vous demander de bien couper vos micros lorsque vous êtes connectés, de façon à ce qu'on évite les bruits de fond, même pour vous, c'est plus agréable. Et puis, on va enregistrer ce webinaire. Donc, de fait, on va désactiver les caméras afin d'assurer tout simplement une meilleure fluidité pour tout le monde. Donc, pour les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la conversation, au fil de l'eau. Vous pouvez les poser directement dans la conversation qui va suivre. Nous les reprendrons en fin de session. Et puis, pour celles et ceux qui souhaiteraient revoir la présentation, un lien de replay vous sera envoyé à la fin entre vendredi et lundi. Voilà, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on n'entende pas les bruits de fond et qu'on puisse commencer. Vous voyez, parce que du coup, ça résonne. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, afin de commencer ce webinaire, dans un premier temps, on va vous présenter, en tout cas, je vais vous présenter brièvement le CSF, afin que vous sachiez, pour ceux qui ne nous connaîtraient peut-être pas encore, qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, le Crédit social des fonctionnaires, c'est une association nationale qui existe depuis 1955. Elle a été créée par des fonctionnaires et pour les fonctionnaires et plus largement pour toutes les personnes qui concourent au service public. Notre rôle, c'est de sélectionner les meilleures solutions de crédit, d'épargne ou d'assurance pour vous accompagner dans vos projets. L'idée, c'est vraiment d'être un partenaire, un facilitateur pour vous permettre d'accéder à la propriété. Avant maintenant que j'en ai fait cette présentation du CSF, je vais passer la parole à Nora Merba qui va nous expliquer donc ce qu'est d'acheter sa résidence principale dans le neuf ou même dans l'ancien. C'est parfois intéressant de comparer les deux. Oui, bonjour à tous. Effectivement, les deux formules d'achat dans le neuf ou dans l'ancien, toutes les deux, elles ont des avantages et des inconvénients. Quand vous achetez un appartement ou une maison dans le neuf, en fait, la construction sera entièrement gérée par le promoteur et vous achetez un bien qui n'est jamais habité, qui est fonctionnel et moderne. Ces biens, ils respectent les nouvelles normes bâtiments basse consommation, donc vous allez réaliser des économies d'énergie car ces biens, ils ont une excellente isolation thermique et phonique. Et généralement, dans le neuf, il n'y a pas de travaux à prévoir à part l'installation de la cuisine à la remise des clés. Voilà. Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de quelques dispositifs qui sont mis en place par l'État pour aider les primo-accédants dans le neuf, tels que le prêt à taux zéro. Il y a aussi la TVA 5 pour les primo-accédants sous certaines conditions de revenus. Dans le neuf, vous avez les frais de notaire qui sont réduits, ils sont aux alentours de 2%, et généralement, ils sont offerts par les promoteurs quand ils font des offres commerciales. Vous pouvez bénéficier aussi de certaines conditions du constructeur, telles que la GFA, la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale. Dans quelques villes, il y a de l'exonération temporaire de la taxe foncière et généralement, dans le neuf, la plupart des appartements, ils ont des places de parking. Et quand vous achetez un appartement dans l'ancien, bien évidemment, il n'y a pas de délai d'attente, donc le bien, il est disponible et généralement, il y a plus d'offres sur le marché et les prix, ils sont généralement inférieurs. Pardon. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nora, je vous en prie. Donc, je disais que dans le neuf, il n'y a pas de délai d'attente, c'est-à-dire, en fait, les biens, ils sont disponibles et il y a beaucoup plus d'offres sur le marché que dans le neuf. Et les prix, souvent, ils sont inférieurs au neuf.
Donc, par contre, vous avez la possibilité effectivement d'acquérir des biens de charme, bel ancien, parquet, poutre apparente, ainsi de suite. Et l'inconvénient de l'ancien, c'est que les frais de notaire, ils sont plus élevés, ils sont aux alentours de 8%. Et généralement, il y a pas mal de biens qui sont potentiellement énergivores. Donc, il faut prévoir une épargne pour faire les travaux afin de mettre les biens en norme. Alors en effet, merci Nora pour ces précisions entre le neuf et l'ancien. Alors il y a aussi on parlait tout à l'heure du prêt à taux zéro, hein, il y a aussi un intérêt majeur quand on achète dans le neuf et notamment dans le cadre de sa résidence principale, hein, uniquement. C'est donc le fameux prêt à taux zéro. Alors le prêt à taux zéro, en plus, il a été quand même revu à différentes reprises, notamment début 2025. Il s'est encore vu avoir quelques modifications. Alors, le but du prêt à taux zéro, là maintenant, il est plus ouvert et plus accessible. Il est prolongé pour le moment jusqu'en 2027 et surtout, il a été réouvert aux maisons neuves. Voilà, ce qui n'était plus le cas puisqu'elles avaient été sorties à un moment. Donc, l'accès a aussi été élargi à plus de ménages puisque les plafonds de ressources ont été relevés. Donc, l'intérêt du prêt à taux zéro, c'est de permettre de financer une partie importante du projet sans payer évidemment d'intérêt puisqu'il est à 0%. Donc, en plus, ça permet, on va dire, de modifier et de modérer le taux d'emprunt, hein, puisqu'à partir du moment où on injecte un prêt à taux zéro, forcément, ça amoindrit le taux global. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt à taux zéro, il peut financer jusqu'à 50% du prix d'un bien neuf. Donc ça, c'est quand même intéressant, notamment dans le cadre de l'appartement. Pour les maisons, c'est un petit peu moindre puisque, en général, le prêt à taux zéro ne dépasse pas 30% du prix de l'acquisition. Alors par contre, on parlait justement de l'ancien, du côté, parfois, charme de l'ancien et puis surtout le côté rénovation. Il est vrai aujourd'hui que l'on peut, dans le cadre toujours de la résidence principale, obtenir un montant, une partie, du prêt, à taux zéro dans le cadre de l'ancien, mais il faut pour cela qu'il y ait 25 de travaux qui soient faits sur l'habitation pour pouvoir bénéficier de ce prêt. Et puis, il faut aussi que le bien soit situé dans certaines zones. Donc ça, après, il faut vous renseigner par rapport à votre département auprès de l'ANIL pour voir dans quelle zone vous vous trouvez. Donc à ce moment-là, à partir du moment où le coût des travaux représente 25% du coût total de l'opération, hein, quand on parle de coût total de l'opération, c'est l'achat plus travaux plus les frais annexes. À ce moment-là, vous pouvez aussi bénéficier du prêt à taux zéro, alors qui sera sur un montant plus bas que sur du neuf, mais quand même, vous aurez quand même droit à cette participation. Donc, si on veut résumer, le nouveau PTZ, il est plus simple, il est plus généreux, il redonne un vrai coup de pouce pour devenir propriétaire, que ce soit en appartement ou dans le cadre d'une maison. Alors pour cela, on vous a mis quelques exemples assez rapidement, mais pour que vous ayez une idée de ce que c'est que d'acheter avec le PTZ ou sans le PTZ. Bon, clairement, même si je ne rentre pas dans le détail de l'opération, on voit clairement que à gauche, donc avec PTZ, on arrive à un taux d'endettement notamment de 25% pour un ménage qui gagne 3 700 € net par mois qui souhaite acheter au coût total une acquisition de 250 000 €. A contrario, sans le PTZ, déjà, on est sur un taux d'endettement qui est plus important, 34%, une mensualité bien évidemment qui est plus importante. Et si on fait l'équivalent, si on devait avoir la même mensualité pour être sans le PTZ par rapport au PTZ, eh bien, il faudra ajouter 51 000 € d'apport pour pouvoir obtenir la même mensualité. Donc, clairement, il n'y a pas photo entre avoir le prêt à taux zéro ou pas le prêt à taux zéro dans le cadre de l'achat de la résidence principale. Donc, par rapport à ces exemples et pour vous donner des choses encore plus concrètes, on va vous parler maintenant des différentes formules, des différentes formes d'achat et notamment la première forme, c'est acheter un logement neuf, notamment sur plan, ce qu'on appelle l'AVEFA. Alors, Donc Nora, je te la V- repasse la parole. oui. Alors, la vente en état futur d'achèvement consiste à acheter un logement neuf sur plan dont la construction n'est pas encore achevée.
Dans certains cas, la construction démarre plusieurs mois après l'acquisition du bien immobilier. Il est donc aussi possible d'acquérir un bien immobilier en VFA alors que la construction est déjà bien avancée. Donc des fois, en fait, on va signer un contrat de réservation alors que le bien il sera livré, par exemple, la fin de l'année 2025. C'est-à-dire la construction, elle a déjà avancé, elle est bien avancée. Donc la VFA est une formule extrêmement encadrée par la loi, la rendant parfaitement sécurisée pour l'acquéreur. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des différentes garanties du constructeur. Par exemple, la GFA, en fait, c'est une garantie qui vous garantit la livraison du bien, même si le promoteur il fait faillite. Donc là, voilà une des garanties du promoteur. Vous avez aussi la garantie biennale et la garantie décennale. Alors oui, en effet, merci Nora. Et je pense que c'est important de bien insister sur cette partie-là parce qu'on a tous entendu à un moment ou à un autre parler de personnes qui se sont retrouvées en difficulté avec des promoteurs qui ont fait faillite. Donc c'est important quand même de bien dire qu'en effet, il y a quand même des garanties qui sont là pour permettre aux acquéreurs de se retourner dans ce cadre, enfin en tout cas dans ce cas précis. Alors, les programmes, notamment en VFA dans le cadre de CSF Patrimoine, Nora? Alors aujourd'hui, nous travaillons en partenariat à peu près avec plus de 150 promoteurs sur tout le territoire et dans les DOM aussi. Nous avons accès à leurs programmes et aujourd'hui, dans toute la France, nous avons accès à 2464 programmes, soit 36 818 lots en VFA. Voilà, donc ce Et qui vous veut pouvez dire... retrouver, oui, Vas-y, voilà, vas-y. et vous pouvez retrouver notre offre sur CSF Logement. Alors, ça veut Sur dire notre aussi plan. qu'avec ce nombre de lots et ce nombre de programmes, suivant là où vous êtes connecté aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chances pour que vous trouviez un bien qui corresponde à ce que vous recherchez sur le secteur sur lequel vous êtes. En plus, vous êtes sur le e-salon aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous balader sur les différents stands pour interroger et nos partenaires et nous-mêmes sur les éventuels lots que nous pourrions avoir à disposition par rapport à votre projet. Alors justement, donc on va continuer sur la vente en état futur d'achèvement et puis on va quand même vous expliquer les étapes clés pour acquérir ce type de bien. Oui, il y a 5 étapes clés pour acheter un bien en VFA. La première étape, c'est la signature du contrat de réservation. Donc, le contrat de réservation doit mentionner la localisation, le nombre de pièces, la superficie, les caractéristiques de construction, ainsi que le prix et la date prévisionnelle de livraison. Quand vous signez un contrat de réservation, vous êtes obligé de payer un dépôt de garantie qui est généralement entre 2 et 5%. Et en contrepartie, le promoteur n'a plus le droit de vendre ce bien pour quelqu'un d'autre. Donc le bien, il est bien bloqué pour vous en attendant d'avoir une offre de prêt. La deuxième étape, c'est la recherche du financement. Vous avez 2 conditions suspensives. Une fois que le contrat de réservation il est signé par l'acquéreur, eh ben, le contrat doit être contresigné par le promoteur. Une fois que le contrat il est contresigné, vous allez recevoir un recommandé électronique. À partir de cette date, vous avez un délai légal de rétractation de 10 jours. Voilà la première condition suspensive. La deuxième, c'est que vous avez 90 jours pour trouver un financement, c'est-à-dire pour présenter une offre de prêt signée. Une fois que l'offre de prêt elle est signée par l'acquéreur, on va la transmettre pour le notaire. À partir de là, l'acte indique que le propriétaire donc acquiert le sol et le logement au fur et à mesure que la construction avance dans le temps. Donc vous signez l'acte authentique chez le notaire. À partir de la signature de l'acte, vous avez la quatrième étape qui est l'appel de fonds, c'est-à-dire au fur et à mesure que le promoteur il avance dans le temps, il fait des appels de fonds à votre banque. 35% lors de l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement de la construction et 100% des fonds ils seront appelés par la banque, par le promoteur à la remise des clés si le logement bien évidemment est conforme au contrat. Vous avez la dernière étape, c'est la remise des clés. Bien évidemment, il y a un rendez-vous qui va se faire avec le promoteur avant la remise des clés pour vérification précise du logement. Et l'acquéreur, il a un délai de 1 mois pour soulever ses réserves. Voilà. À l'issue de la livraison des différentes garanties,
prennent effet, tels que la garantie décennale et ainsi que la garantie biennale, aujourd'hui que les promoteurs appellent la garantie du parfait achèvement. Ça concerne en fait tout ce qui est dysfonctionnement de la tuyauterie, comment on appelle ça, la menuiserie, les tuyaux et tout ça. Dès qu'il y a un problème, pendant 2 ans, c'est le promoteur qui prend en charge ces travaux. Merci beaucoup Nora pour toutes ces informations. Alors ça, c'est en effet la vente en état futur d'achèvement. Donc ça veut dire quand même que lorsqu'on est sur ce type d'achat, on sait qu'on a une période quand même relativement importante entre le moment où on va décider de signer un contrat de réservation et au moment où on va pouvoir rentrer dans son logement. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'attendre autant de temps, mais qui veulent quand même acheter du neuf, il y a peut-être une autre solution qui est justement l'achat d'un logement neuf, mais achevé. Alors est-ce que Nora, est-ce que tu peux nous expliquer la différence justement entre l'achat en VFA et là pour le coup un logement neuf achevé? Oui, alors la vente achevée concerne les appartements et maisons neuves n'ayant jamais été habités ni vendus. Donc il s'agit par définition d'un bien prêt à habiter qui répond aux besoins immédiats. Donc le bien est d'ailleurs visitable. Il y a une obligation de visiter l'appartement ou la maison si elle est achevée avant de signer le compromis de vente. Sinon, il n'y aura pas de rendez-vous avec le notaire. Donc, c'est une aide à la projection qui ne laisse pas de place à aucune surprise. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui achètent des biens dans le neuf, ils achètent sur plan. Donc, il n'y a pas de bien à visiter. On visite l'emplacement de la résidence, on choisit le plan qui nous convient, on signe un contrat de réservation. Donc, on voit le bien une fois qu'on a les clés de l'appartement. Par contre, quand le bien il est achevé, donc, on peut organiser en fait un rendez-vous avec le promoteur pour visiter l'appartement, pour voir si finalement ça vous convient ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, de nombreuses opportunités à saisir suite au ralentissement du marché de l'accession courant 2023-2024. Donc aujourd'hui, nous avons un stock quand même qui est très varié de biens qui sont déjà livrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les biens livrés, on est plutôt sur des grandes superficies telles que les T4, les T5. Les T1, les T2, c'est les biens qui sont vendus généralement dès que le programme il est lancé. C'est très rare de trouver des biens livrés en studio en 2 pièces. D'accord, parfait. Alors justement, derrière, il y a forcément un circuit un petit peu pour acheter son logement en neuf achevé. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur ces étapes? Oui, alors, par rapport, si on veut comparer donc la VFA et le bien achevé, donc quand le bien il est achevé, on ne va pas signer en fait un contrat de réservation, on va signer un compromis de vente directement chez le notaire. D'accord? Et donc là, il y a une signature d'une promesse ou d'un compromis de vente qui bloque le bien pour l'acquéreur en contrepartie d'un dépôt de garantie de 2 à 5%. Donc, de ce côté-là, c'est exactement la même étape, sauf qu'on signe un compromis de vente. Après, nous avons les 2 conditions suspensives. Bien évidemment, le délai légal de rétractation de 10 jours et vous avez 90 jours pour trouver donc un financement. Une fois que l'offre de prêt est signée, donc il y aura la signature de l'acte notarié chez le notaire et à partir de là, directement, vous allez récupérer les clés le jour de la signature de l'acte chez le notaire. Il n'y a pas de délai d'attente. Donc, le jour de la signature de l'acte, vous récupérez la clé de votre appartement ou bien de votre maison. Merci Nora. Alors justement, on parlait du nombre de logements un petit peu et de l'offre variée que nous avions aujourd'hui au CSF et notamment sur CSF Patrimoine. Donc, quelques mots peut-être là-dessus aussi, Nora, par rapport au nombre de programmes et de lots? Oui, alors sur les 2464 programmes disponibles aujourd'hui dans toute la France, nous avons 365 programmes qui sont achevés, donc soit 2669 lots. Donc, qui sont achevés, que vous pouvez visiter si jamais vous souhaitez vous lancer dans un achat dans le neuf. Parfait, merci beaucoup. Donc en effet, hein, alors là, il y aura peut-être pas, forcément tous les secteurs, désirés, mais en tout cas, c'est l'occasion aujourd'hui, de vous balader un petit peu sur notre plateforme d'offres de logement et d'aller voir éventuellement s'il y a des choses qui peuvent vous convenir et de demander ensuite, par la suite à Nora ou aux autres collaborateurs du CSF, des informations, sur ces logements.
Alors, voilà pour ce qui est de la partie, neuve, achevée ou en état futur, d'achèvement, hein, ce qu'on a vu avec la VEFA. Là, on va vous parler d'un nouveau, d'autres façons d'acheter dans le neuf, mais cette fois-ci plutôt dans le cadre de l'accession maîtrisée. Alors, pour ceux qui étaient peut-être en webinaire avec nous ce matin, ça peut faire un bis repetita sur certaines parties, mais vous allez voir que là, on va plutôt s'axer sur la partie bail réel et solidaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans le neuf, il y a différents dispositifs de façon à répondre à l'ensemble des besoins des ménages. Il y a ceux qui peuvent se permettre d'acheter en état futur d'achèvement ou neuf acheté, donc ce qu'on appelle du logement libre, et puis d'autres qui ont besoin d'être plus accompagnés sur des logements, ce que l'on dit d'être en accession maîtrisée. Donc l'accession maîtrisée, qu'on appelle aussi l'accession sociale, c'est un dispositif qui a pour objectif de faciliter l'achat d'un logement pour les ménages, comme je vous disais, qui ont des revenus dits plus modestes. Alors, ce n'est pas péjoratif du tout, c'est simplement qu'encore une fois, il faut de l'accession à la propriété pour tous. Alors, l'idée, c'est de permettre à plus de foyers de devenir propriétaires tout en bénéficiant de conditions adaptées à la situation. Alors, la plupart du temps, ces dispositifs, ils sont mis en place par des collectivités locales, par des bailleurs sociaux ou encore même par l'État, par les aides qu'ils peuvent apporter. Alors, ils ont tous quand même le même objectif, ça c'est déjà une bonne chose, c'est de favoriser l'accès à la propriété et d'accompagner le parcours résidentiel grâce à différents mécanismes attractifs. Alors là, on a plusieurs formes de mécanismes que l'on peut voir là, qui sont le BRS, le PSLA ou encore l'accession à prix maîtrisé. Donc chacun de ces dispositifs, en fait, répondent à des besoins spécifiques, mais ils partagent, on va dire, au moins un fil conducteur, c'est de rendre l'achat d'un logement neuf plus accessible pour les ménages qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter dans le libre. Là, aujourd'hui, en tout cas sur ce webinaire, je vais plutôt vous parler du bail réel et solidaire. Alors pour certains, maintenant on entend quand même pas mal parler du bail réel et solidaire. C'est un nouveau dispositif d'achat dont on parle depuis quelques années maintenant, mais qui reste encore parfois méconnu ou pas forcément facilement compris dans sa spécificité. Le bail réel et solidaire, ou qu'on appelle plus vulgairement le BRS, c'est un dispositif qui vous permet d'acheter un logement à un prix bien plus abordable que sur le marché classique. Le principe, c'est simple. Vous avez un organisme spécialisé, comme vous le voyez sur la slide, qu'on appelle un OFS, un Office foncier solidaire, qui va acheter le terrain et qui va donc conserver ce terrain. Là-dessus, donc, il va construire des logements et c'est ça que vous allez acheter. C'est-à-dire que vous allez acheter uniquement les murs, donc le logement. Comme vous ne payez pas le terrain, de fait, le prix est bien inférieur à ce qu'il aurait dû être si vous aviez acheté la globalité. Donc, l'intérêt, c'est que ça rend la propriété accessible pour des ménages qui n'auraient pas pu acheter autrement. Par contre, il ne faut pas se méprendre. L'achat, vous êtes quand même propriétaire de votre logement. Le fait, c'est peut-être plus psychologique quand on parle d'avoir aussi la propriété du terrain, mais dans la réalité, dans les faits, vous êtes chez vous, vous allez même payer une taxe foncière, etc. Par contre, vous aurez acquis un logement à un prix plus modéré. Donc d'ailleurs, comme vous n'êtes pas propriétaire du terrain, vous allez signer ce qu'on appelle un bail longue durée, en général de 99 ans, plus vulgairement appelé un bail amphithéotique, qui va vous donner de vrais droits de propriété sur le logement. La seule règle, c'est que le logement doit être votre résidence principale. Et le jour où vous souhaitez le revendre, le prix est encadré pour que le logement reste abordable. On va éviter ce qu'on appelle la spéculation. Le but de ce type de dispositif, c'est de permettre aux ménages suivants d'accéder à la propriété de la même façon que vous y avez accédé en fait. Donc toujours sur un prix maîtrisé. Voilà, donc si je résume, vous payez moins cher le logement, vous devenez propriétaire dans des zones où c'est quand même souvent difficile du coup d'acheter sa résidence principale et le dispositif, il est là pour sécuriser tout le monde sur la durée. Alors, quels sont les avantages ou les spécificités, pour ne pas dire les inconvénients aussi du bail réel et solidaire? On peut donc acheter un logement moins cher qu'en règle générale sur le marché. On va de 20 à 40% de moins en fonction des zones. On s'approche quand même très très souvent de 30 à 50% de moins aujourd'hui sur certaines zones. Donc ça, c'est quand même assez attractif. On a une TVA
qui est plus basse, puisqu'on est sur une TVA dite à taux réduite, à 5,5% au lieu de 20. Vous avez forcément des aides spécifiques, comme le PTZ, qui est dédié aux primo-accédants. Une taxe foncière qui est réduite, rarement nulle maintenant, voilà, pour les collectivités, mais en tout cas, elle peut être réduite pendant un certain temps, suivant la ville dans laquelle vous allez acquérir ce bail réel et solidaire. Encore une fois, vous pouvez aller sur l'ANIL pour voir un peu les villes ou tout simplement vous renseigner auprès de la mairie, c'est encore plus simple, pour le savoir lorsque vous souhaitez acheter un logement de ce type-là. Et puis, vous avez aussi quelque chose d'important, c'est que comme vous achetez par l'intermédiaire d'un bailleur, vous avez ce qu'on appelle une garantie de rachat du logement. Et ça, c'est quand même assez spécifique à ce type de logement, puisque cela veut dire que si demain, pour X raisons, parce que vous avez un pépin ou autre, vous avez besoin de revendre ce logement, l'OFS est là pour vous accompagner, pour vous aider soit à revendre votre bien à un couple, à un ménage qui va rentrer dans les mêmes critères de revenus que vous, ou tout simplement à vous racheter directement le logement avec des spécificités au contrat. Ça, c'est à voir avec l'OFS au moment où ça se passe, de façon à pouvoir partir du logement peut-être plus facilement sans attendre un acquéreur potentiel. Donc ça, c'est la partie assez sympathique du BRS. En contrepartie, il y a quand même des conditions pour être éligible. Donc déjà, vous avez bien évidemment, il faut rentrer dans les critères d'éligibilité, puisque comme pour le PTZ, comme pour tout autre dispositif, il faut avoir des revenus qui soient en adéquation avec le type de logement à acquérir. Vous avez aussi ce qu'on appelle une redevance mensuelle pour le terrain, puisque tout à l'heure je vous parlais de louer, enfin pas de louer, mais de signer un contrat, un bail emphytéotique. C'est donc une location longue durée, si vous préférez, du terrain. Alors, il faut savoir que le prix du mètre carré dans le cadre du BRS sur un logement, ça va de 1 euro à 3,50 €. Et 3,50 €, c'est vraiment sur les villes qui sont extrêmement chères et où il est très difficile de pouvoir construire du nouveau foncier. Sinon, on s'approche plus des 1,50 € du mètre carré. Donc après, c'est facile de faire le calcul en fonction de l'achat du logement. Voilà pour ce qui est du fonctionnement, en tout cas des avantages ou spécificités. Donc je vous disais qui peut en bénéficier. Alors bien évidemment, c'est dans le cadre de la résidence principale et uniquement la résidence principale. Le respect des plafonds de ressources, je vais vous les montrer quand même de façon à ce que vous ayez une idée par rapport aux différentes zones aujourd'hui. Donc, vous voyez que suivant le nombre, c'est un peu comme pour le prêt à taux zéro ou le PLS. En fait, le but, c'est en fonction et de la zone, du nombre de personnes au foyer. En fonction de ça, vous avez un logement qui vous est proposé avec un plafond en fait de propositions de vente. Pour cela, on a quand même des étapes, c'est comme pour les autres dispositifs. Quand vous êtes intéressé par un logement en BRS, la première des choses à faire, quel que soit votre projet, je le répète à chaque fois, c'est vraiment votre capacité d'emprunt. Tout rentre par là. Une fois que vous savez votre enveloppe, que vous savez combien vous pouvez acheter, alors vous pouvez commencer votre recherche en toute quiétude. À ce moment-là, vous trouvez le bail réel et solidaire qui vous convient. Vous allez donc avoir votre capacité d'emprunt, vous allez donc rencontrer l'OFS qui va vous parler de votre futur logement. Vous allez signer un contrat de réservation. Derrière, vous allez donc chercher le financement par l'intermédiaire de l'un de nos conseillers, puisque comme on vous disait, nous sommes sur l'ensemble du territoire, il y a forcément une agence proche de chez vous avec un collaborateur et un conseiller qui peut vous aider dans la recherche de votre financement. Une fois que vous avez obtenu votre accord, eh bien, vous allez signer chez le notaire votre acte d'acquisition de l'acte du bail réel et solidaire. Et en même temps, l'acquisition officielle plus le droit d'occupation du foncier. Donc en fait, ça se fait en une seule fois chez le notaire. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir emménager. Donc ça se passe relativement facilement. Il faut juste bien comprendre les différentes étapes et le fonctionnement au niveau de l'acquisition et de la redevance au niveau du locatif pour le terrain. Alors après, nous, comment on vous accompagne ?
de façon relativement simple. Comme je vous le disais, on détermine d'abord votre capacité d'emprunt. Ensuite, au niveau du CSF, eh bien, on vous invite, là c'est le e-salon aujourd'hui, alors encore une fois, n'hésitez pas, profitez d'aller rechercher, c'est la bonne journée pour avoir notamment tous les renseignements auprès des différents partenaires qui ont participé et qui participent aujourd'hui avec nous à ce e-salon. Pour le CSF, vous avez la plateforme d'offres de logement. Ensuite, si vous recherchez le financement, vous avez un conseiller qui est toujours à votre disposition pour vous aider dans la recherche de celui-ci et puis surtout, encore une fois, pour déterminer ce que vous pouvez réellement faire. Et puis ensuite, on vous aide bien évidemment du début à la fin à suivre et à coordonner votre projet avec l'ensemble des acteurs. Donc, on est présent avec vous du début à la fin. Il ne faut surtout pas hésiter pour venir nous rencontrer et faire votre projet avec nous. Alors, le financement de votre projet, vous pouvez bien évidemment prendre un rendez-vous si vous le souhaitez, sur place ou à distance, avec un de nos conseillers en agence. Notre webinaire touche à sa fin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Là maintenant, on va le reprendre dans le fil de la conversation. N'hésitez pas non plus à flasher le QR code si vous voulez déjà prendre un rendez-vous. Et puis, si vous avez encore une fois envie d'aller profiter de vous balader sur les différents stands, n'hésitez pas à échanger avec les partenaires qui sont présents, qui sont là pour vous renseigner et vous donner toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour finaliser votre projet. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. On va passer peut-être aux questions s'il y en a. Je vais donner la parole à Mathilde qui est avec nous, qui est notre super backup en fait, qui était là pour nous aider sur ce webinaire. Mathilde, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, tout à fait. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, parfaitement. super. Effectivement, il y a une première question, donc qui est plutôt sur la première partie concernant le PTZ. Que veut dire un bien collectif? Un bien collectif dans le cadre C'est un du... bien en copropriété dans un bâtiment. Je pense effectivement Oui, quelle est la que question exactement, Mathilde, par que rapport veut au dire PTZ bien là-dessus? collectif pour la Alors, partie PTZ? D'accord, alors le bien collectif, c'est ce qu'a dit Nora, en fait, c'est un bien en copropriété, mais le prêt à taux zéro, lui, de toute façon, n'intervient que sur le logement qui va être acquis par le futur acquéreur. Alors, merci pour cette précision. Toujours une question du coup concernant le PTZ. Peut-on aller au-delà de 25 ans de remboursement pour le PTZ? Non, en fait, c'est la durée maximale qui est accordée aujourd'hui sur le PTZ. Alors, il a parfois des périodes de différé, mais on ne dépasse pas les 25 ans. Alors, il y avait également une question concernant la plus-value à la revente du BRS, mais la question a été revue à l'écrit. Donc, s'il y a une précision à faire, n'hésitez pas à reposer une question concernant cette partie plus-value sur le BRS. D'accord, donc il y a une réponse à apporter sur la plus-value? Il y avait une Non, je question en pense, en tout cas, particulier? dites-nous s'il y a besoin de précision, mais en tout cas, il y a un écrit dans le fil de discussion concernant cette question. Il y a une autre question concernant le BRS. Alors, le loyer BRS est sur le mètre carré habitable ou sur le terrain maison plus jardin? Non, sur le mètre carré habitable. Voilà, donc ça veut dire que si la redevance est de 1 euro, vous avez 50 mètres carrés, vous avez 50 euros par mois. Voilà. Exactement. C'est vraiment sur le nombre de mètres carrés habitables parce que là, quand vous posez la question, c'est vrai que quand c'est dans le cadre d'une maison, on pourrait imaginer que c'est le terrain plus la maison, mais non, mais comme dans la plupart du temps, on est aussi beaucoup sur des appartements. Et que les appartements, vous savez qu'on parle de tantième lorsqu'on parle d'appartements, donc on est bien sur la partie exclusivement du bâti. Alors, merci Elisabeth. Il y a une autre question. Concernant le BRS, quels sont les sites existants justement concernant le BRS? Je pense qu'on parle là des sites qui nous permettent de trouver, par exemple, des biens en BRS. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sites qui regroupent l'ensemble des BRS. Il y a notamment alors, soit vous passez directement par les partenaires, soit vous passez sur notre site à nous, la plateforme d'offres de logement. Après, il y a ce qu'on appelle Boris, voilà, qui est une plateforme qui est
censé regrouper un certain nombre de logements en BRS aujourd'hui, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, il n'y a pas vraiment pour le moment de sites qui permettent de regrouper l'ensemble de l'offre, puisque suivant les bailleurs, en fait, l'offre n'est pas forcément disponible ou visible partout en dehors de leur propre site. Donc, le mieux, c'est de vous renseigner par rapport à vos régions sur, lorsque vous tapez notamment logement en BRS par rapport à votre région, et vous allez avoir apparaître certainement les bailleurs locaux qui vous en proposent aujourd'hui, et vous pouvez aussi tout simplement nous interroger directement sur le sujet. On n'hésitera pas à vous répondre pour vous orienter au mieux par rapport à votre secteur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer, hein, même une fois que l'on aura fini, que l'on aura raccroché sur ce webinaire, vous pouvez parfaitement continuer de poser vos questions dans le fil de la conversation. On va vous y répondre au fur et à mesure. Et puis surtout, encore une fois, n'hésitez pas à aller vous balader, puisque justement, pour ceux qui seraient intéressés par le BRS, plusieurs de nos partenaires présents aujourd'hui en proposent. Donc n'hésitez pas à aller sur le stand, par exemple, de Procivis ou de la Fédération des COP HLM, hein, pour aller vous renseigner notamment sur ce dispositif. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, qu'il vous a donné un certain nombre d'informations sur les éléments que vous étiez venus chercher. Nous vous remercions avec Mathilde et Nora, hein, pour votre attention jusqu'au bout de ce webinaire. Et puis on vous dit, on espère, à très bientôt et une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.